d'être avec nous aujourd'hui lors de cette journée dédiée à la construction, à l'usage, en passant pour la gestion. Bon, bref, toute cette journée-là autour de la PropTech qu'on a lancée aujourd'hui en collaboration avec la French PropTech. Je suis Théodora Henné, j'ai fait partie des équipes de BPI France Louab. Chez BPI France Louab, en plus de gérer cette salle dans laquelle nous sommes ravis de vous accueillir, nous faisons deux autres choses. Nous sommes avant tout l'operating partner de nos fonds d'investissement qui investissent dans la tech et dans des startups. Et donc nous faisons un accompagnement très opérationnel pour aider ces startups-là à accélérer encore plus vite. Et deuxième chose, nous avons un rôle vis-à-vis de l'écosystème de l'innovation globale en France pour soutenir les corporates, les PME, les ETI, les associations dans leur démarche d'innovation. Et donc c'est à ce titre que nous nous sommes parlé avec Charlotte, avec Antoine et avec Pierre, et nous avons tout de suite accepté d'encourager et de lancer ce mouvement de la PropTech autour de plusieurs épisodes, et aujourd'hui c'est le premier de cette série. Chez BPI France, nous n'avons pas de verticale en soi dédiée à la PropTech, mais toutefois, la PropTech avec ses aspects construction, usage, aussi transition énergétique et écologique se retrouve dans tous nos dispositifs, que ce soit les dispositifs de financement avec des prêts verts dédiés aux PME et ETI pour la transition énergétique de leur parc immobilier, que ce soit avec nos dispositifs d'investissement, avec des investissements faits par fonds dans des fonds dédiés à la PropTech, avec nos investissements directs à tout stade de maturité, dans les phases de seed, avec des prises de participation, par exemple dans Solène ou Flaclutker, nous avons fait déjà une partie des sessions. Plus loin, avec des fonds dédiés à l'écotech, avec des participations dans Welcome at Work ou Elikens dans la qualité de l'air, et encore dans le late stage avec des participations plus matures, dont récemment celle d'un DeepKey, donc Caroline vous en dira plus tout à l'heure. Donc voilà, nous avons une action en financement, en investissement, mais aussi en accompagnant, parce que typiquement pour Watsons, qui est une start-up qu'on a accompagnée en phase de seed jusqu'à sa session, avec des ateliers très opérationnels autour de marketing, autour de sales, autour de recrutement. Et nous sommes convaincus, nous partageons cette conviction forte avec la French PropTech, que le mouvement, il est en train de se consolider, à prendre de l'ampleur, et que les enjeux auxquels nous devons tous faire face aujourd'hui de transition énergétique peuvent être aussi relevés en grosse partie par la brique tech. Et donc aujourd'hui, avec Charlotte, nous souhaitons lancer cet premier épisode. Et Charlotte, je te passe la parole pour que tu nous en dises plus sur ce mouvement de la French PropTech. Merci Théodora. Bonjour à tous. Alors nous, donc Charlotte Journobord, je suis vice-présidente de la French PropTech. Je suis aussi fondatrice de Wishibam. Je le précise parce que ce qui est intéressant dans la French PropTech, c'est que c'est un mouvement qui a été créé il y a 3 ans par des entrepreneurs. Aujourd'hui, on représente à peu près 250 startups, scale-up de la PropTech. C'est 350 millions d'euros qui ont été investis dans les startups et scale-up qu'on représente. C'est aussi plus de 4000 emplois. Et la raison pour laquelle on est hyper content de lancer ce premier partenariat avec la BPI, c'est que, vous le savez tous, la BPI, c'est le financement, c'est l'innovation et c'est aussi la souveraineté numérique. Et en fait, la PropTech, c'est un segment qui est hyper important et qui a un impact en fait économique et social extrêmement important en France, puisqu'on touche à tout ce qui est lié à l'immobilier. Donc, ce qui est lié à l'immobilier, c'est évidemment l'immobilier pur avec le retail. Le retail, pour le coup, qui est un segment que je connais bien, c'est quand même 8% des emplois et 6% du PIB, donc c'est important. Mais la construction, le logement, le smart building et tout ce qui est lié aussi à l'énergie, qui sont des enjeux cœur et en plein cœur de l'actualité aussi, quoi. La PropTech, c'est un segment, enfin les entreprises qu'on accompagne en fait répondent à 3 enjeux majeurs de la PropTech. Un, la question du temps, parce que l'immobilier c'est un segment, enfin c'est une industrie qui est par nature immobile, et en fait si on veut innover et être pertinent dans une économie qui est en constante évolution, il faut gagner du temps. Et donc nous on met en relation en fait à la fois des startups et des scale-up avec des gros groupes qui ont envie d'innover et d'innover vite dans un système de test and learn
qui est intéressant et qui fait croître en fait tout le monde et tout l'écosystème. On répond aussi à un enjeu qui est celui de la donnée, parce qu'en réalité, tout ce qui est lié à l'énergie, le retail, c'est beaucoup de données hyper importantes en fait, et de la donnée souveraine, et qu'il faut rendre intelligible pour prendre les bonnes décisions. Et en fait, les startups et les scale-up qu'on accompagne sont aussi des startups qui répondent à ces enjeux qui sont des enjeux majeurs. Donc merci beaucoup de nous recevoir, on est vraiment ravis. Donc pour lancer cette première table ronde qui est sur la dont le thème est, comme vous pouvez le voir, de la construction à l'usage en passant par la gestion, l'envol de l'écosystème PropTech, dans lequel en fait on fera notion du financement, notamment de cette filière. Et si je puis me permettre un dernier petit mot sur ce financement, c'est quelque chose qui est extrêmement important, puisque comme je le rappelais, c'est des enjeux qui sont clés en France. Et aujourd'hui, la PropTech, en 2021, c'était seulement 5% des montants levés par les entreprises tech en France, donc 630 millions sur à peu près 11,5 milliards. Et en fait, si on veut attirer des talents, si on veut garder cette donnée souveraine, si on veut en fait construire des choses intéressantes, il faut avoir des financements et il faut qu'on s'intéresse en fait à cette industrie qui est très intéressante. Voilà. Merci beaucoup Charlotte. Et on passe la parole à Alexandre avec son panel d'invités pour la première table ronde. Bonne session à tous. Bonjour à tous, merci Théodora et Charlotte pour cette introduction. Merci surtout au BPI et French PropTech d'organiser cet événement qui a été organisé surtout en un temps record. Donc moi j'ai la lourde tâche d'animer cette première table ronde, donc qui s'intitule, comme disait Charlotte, de la construction à l'usage en passant par la gestion, l'envol de l'écosystème PropTech. Donc une table ronde avec quatre experts du sujet. On va essayer de décomposer cette table ronde de manière chronologique, comme le titre l'indique. On va essayer de voir déjà, de faire un premier panorama de l'existant sur le monde de la PropTech. On va voir que la PropTech est assez large. Elle inclut beaucoup de métiers, on va dire un peu satellites. On va essayer de faire un panorama en France, mais aussi à l'étranger, pour se comparer à nos voisins en Europe. Donc ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc sera consacré à tout ce qui est innovation et digital, pour voir la place que ces sujets ont dans les PropTech. On va faire aussi une grosse partie sur le financement des PropTech, comment on les finance, de quelle manière, avec qui. Et ensuite, on ouvrira sur la partie qu'on a appelée Impact Investing, avec tous les enjeux sociaux, environnementaux et écologiques, notamment le monde du coup des PropTech. Juste sur le format, on se donne à peu près 45 minutes d'échange sur la table ronde. Ensuite, on laissera un bon quart d'heure de questions, autant pour vous qui êtes dans la salle que ceux qui sont en webinaire, en visio. On essaiera d'avoir du coup des questions un peu des deux côtés. Et pour commencer, je vous propose que chacun d'entre vous puisse se présenter. On va essayer de faire court pour être efficace. Donc en 1 minute, alors j'aime bien avoir deux volets. C'est un peu qui vous êtes aujourd'hui et déjà donner une petite étincelle sur un peu vos convictions de l'immobilier de demain. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Donc, moi je m'appelle Jade, je suis cofondatrice et COO de WeMaintain. Donc WeMaintain, c'est une PropTech qui s'attaque plutôt au sujet de la gestion, parce qu'on est sur les sujets de maintenance. On s'est lancé il y a 4 ans en France. Aujourd'hui on est dans 3 pays. Je ne vais pas vous faire tout l'historique parce que sinon on n'aura pas le temps, j'ai compris. On a fait 3 tours de table, on est soutenu par la BPI également. Et là, juste peut-être le constat, c'est que le monde de l'immobilier est très fragmenté sur plein de sujets. Et c'est le cas également quand il faut gérer et opérer les immeubles. Donc nous, notre approche, c'est de répondre aux attentes des propriétaires et gestionnaires d'immeubles en leur apportant de la qualité sur le terrain, des données actionnables et une tranquillité d'esprit, ce qui n'existait pas avant. Et donc quand vous avez pris les ascenseurs aujourd'hui de la BPI, vous avez pris des ascenseurs qui sont maintenus par WeMaintain. Ça fait 3 ans qu'on opère sur cet immeuble. Et donc sur mes convictions, du coup pour répondre à cette question, moi je pense qu'on en est vraiment au tout début des sujets de la PropTech. C'est une excellente initiative qui est ces mouvements qui soient créés, et on le voit à tous les niveaux. Je pense aussi bien au niveau client, écosystème start-up, financement, qu'en fait il y a vraiment une montée en puissance, en maturité, et c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a quand même énormément de sujets à régler dans le monde de l'immobilier.
Bonjour à tous, Caroline Lebel, je suis investisseur au sein de l'équipe Large Venture de BPI France, donc plutôt sur le financement de sociétés innovantes à forte croissance, plutôt late stage. Mais au sein de BPI France, on couvre tout un panel de financement. Théodora vous en a parlé, depuis le financement bien sûr, prêts et autres, et aussi investissement direct en capital, depuis les équipes qui interviennent dès l'early stage, l'amorçage, pour financer les sociétés technologiques, jusqu'aux équipes de capital développement qui interviennent sur des sociétés rentables cotées du CAC 40. Donc on a vraiment tout un panel d'intervention très large. Et grâce à ce panel, on a la chance d'être au capital de WeMaintain via l'équipe Digital Venture, de beaucoup d'autres startups de la PropTech et également récemment de DeepKey auquel on a participé à la dernière levée. Concernant nos convictions, en 2 mots, pour nous la PropTech, c'est extrêmement lié aux enjeux ESG, enjeux climatiques bien entendu, biodiversité également et bien sûr aux enjeux sociaux. Donc on est très intéressé aussi par tous les modèles innovants de la PropTech qui vont répondre à ces enjeux pour le futur. Voilà. Merci. Dirk m'a demandé de vous prévenir qu'il a un accent, vous allez voir, un petit peu exotique. Il est flamand, donc c'est pas fait exprès. C'est son ADN. Voilà, moi je suis flamand, donc vous voudrez bien m'excuser de mon français. Voilà, je dirige 4 sociétés en immobilier, donc 2 en technologie, en PropTech. Puis j'ai fondé la European PropTech Association, qui est en fait la fédération européenne de toutes les associations nationales de la PropTech en Europe, dans le cadre duquel on travaille surtout avec la Commission européenne, avec le Fonds d'investissement européen, entre autres pour essayer d'élever le secteur de la PropTech à une plus grande maturité et aussi au niveau du financement, évidemment. Et je viens aussi de créer il y a 3 mois un fonds d'investissement de 100 millions d'euros dans la Urban Tech, où je me focalise sur la PropTech, investir dans la PropTech et dans la technologie pour la mobilité. Ma vision pour le futur, je pense qu'on en est qu'au début. On va parler apparemment de ESG aujourd'hui. ESG, ce n'est que le départ. Je pense que tout le monde voit partout maintenant plein de boîtes qui se sont réveillées qu'il existe quelque chose comme ESG. Il y a énormément de greenwashing. Énormément, il faut le reconnaître dans ce secteur, et pas seulement chez nous, mais aussi le cas chez les banques par exemple. Et en fait, l'étape suivante, c'est le impact investing. Alors si je reçois 3 minutes après, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. C'est bien. Bonjour à tous, donc je suis Adrien Chaussinan, fondateur d'une PropTech qui s'appelle Capture et désormais responsable de l'innovation pour le réseau qui s'appelle Procivis. Procivis est un réseau de coopératives qu'on connaissait sous le nom de Crédit Immobilier de France, qui regroupe 48 coopératives qui agissent dans l'immobilier de la construction de maisons individuelles, de la promotion immobilière de logements collectifs, de la gestion et de l'administration de biens, partout en France. Tu vois, j'ai eu des cours. Ma vision, j'ai eu la chance de travailler 2 ans pour le groupe Bouygues aux États-Unis, au MIT notamment. Et la même vague qu'on a vu arriver avec Google, Facebook, va arriver dans une certaine mesure dans nos métiers de la construction. Donc le sujet de la gouvernance m'intéresse particulièrement. Ok, écoutez, merci à tous les 4 pour cette introduction. Je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le sujet. Donc le premier bloc dont on voulait aborder, c'est effectivement faire un peu un panorama de l'existant. Donc on a choisi évidemment la France et les UK et l'Allemagne, qui sont des pays, alors géographiquement évidemment très proches, mais qui ont des cultures assez similaires à la France. Peut-être que tu peux commencer pour nous faire un petit peu un panorama. Alors, si possible, vraiment le plus proche possible de la PropTech, parce qu'on sait que c'est souvent connecté à d'autres métiers, à d'autres verticales. Quel est un peu, toi, ton ressenti sur les PropTech en France, vis-à-vis des UK notamment et de l'Allemagne ? D'accord. Au total, en Europe, il y a à peu près 3200 startups et scale-ups en PropTech. Quand tu vois les montants investis pour 2021, c'était 628 millions pour la France, c'était 666 millions pour
l'Allemagne et c'était 1,6 milliard pour le UK. Et donc les chiffres global 2021, c'est à peu près 15 milliards. Il faut savoir qu'en Europe spécifiquement, depuis 2010 jusqu'à 2020, il y a 9,03 milliards qui ont été investis. Donc, tu vois très bien que c'est les dernières années qu'il y a énormément d'argent qui va dans le secteur. Et je pense que la France, aussi bien que l'Allemagne, 2022 vont terminer avec 1 milliard. Parce qu'il y a quelques très grands rounds qui sont en train de se préparer. Et si tu as un round de 300 millions, par exemple, ça ajoute. 600 millions pour la France et l'Allemagne, donc assez proche. L'année prochaine, à peu près 1 milliard aussi pour les deux. Donc on voit qu'ils se suivent un petit peu. Qu'est-ce qui explique qu'au UK, par exemple, il y ait quasiment le double d'investissement ? Tout d'abord, il y a aussi plus de startups et scale-ups, mais la raison la plus importante, c'est que les UK startups, scale-ups, ils trouvent le plus facilement l'argent qui vient des États-Unis. Et les rounds sont plus facilement grand. Hein. Quand je veux vraiment comparer US et Europe, c'est pas chouette que je dois le dire, mais quand tu es later stage et tu as besoin de 10 millions, ben, si tu les trouves ici, en fait, aux États-Unis, ton investisseur, il va te donner 110 millions. Donc c'est x11. C'est incroyable l'argent qu'ils sont prêts à mettre là-dedans. Et après ça, sur l'activité des PropTech, est-ce que c'est les mêmes au sein de la France et au UK en Allemagne, ou est-ce qu'il y a des verticales complètement différentes dans ces pays ? Non, c'est assez homogène à ce niveau-là, hein, bien que le marché en soi il est fragmenté, mais vous avez les 5 grandes catégories qu'on utilise partout dans la PropTech, et vous voyez que dans tout ce qui est manage and operate, it's very crowded, donc il y a énormément de startups, et il y a toujours encore beaucoup d'investissements qui partent dans des marketplaces et dans du light tech. Mais je ne peux pas dire que tu vois vraiment des grandes différences dans les produits, je veux dire. D'accord. Et toi, Jade, du coup, vous avez vu un bureau en France, un bureau UK et un bureau à Singapour. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous avez ouvert un bureau au UK ? Oui, nous, on a ouvert au UK donc, en mars 2020, super timing. En fait, on avait beaucoup de clients de l'immobilier au niveau international qui étaient donc en France et au UK qui nous ont dit bon, bah, ça marche très bien en France, donc pourquoi pas travailler ensemble au UK. Et ce qu'on a pu observer, donc vraiment côté client, c'est que les cycles de décision sont beaucoup plus courts, assez pragmatiques. Il faut. Je pense que c'est plus à l'anglo-saxonne, hein, tout simplement. Le decision making process, c'est assez court. Ils voient très bien ce qu'ils peuvent gagner financièrement en efficacité, et ils sont prêts à prendre le pari et à essayer. Donc nous, pour le coup, Londres a été vraiment un énorme carton très très rapide, malgré le fait que tout était fermé et que Londres était en train de se vider. Il y a quand même eu un vrai engouement côté client. Et ensuite, Singapour, c'est encore un autre écosystème. Oui, pardon. Pour le coup, nous, on est 3 cofondateurs, et 2 d'entre nous, dont moi, pour le coup, on a vécu plusieurs années en Asie. Moi, j'ai fait 5 ans en Chine, donc j'ai bien tourné en Asie. Benoît, mon associé, a fait plus de 8 ans en Asie, donc pareil, il connaissait très bien Singapour pour le coup. Et ce qui était intéressant à Singapour, c'est qu'il y a une grosse volonté du gouvernement d'axer sur la PropTech. Donc ils poussent vraiment, ils incitent tout le monde à penser justement au sujet de smart building. Nous, on est dans cette approche, donc c'était pertinent d'y aller. Et puis Singapour nous, on a commencé par l'ascenseur, on est sur d'autres verticales, mais Singapour est quand même une ville très très verticale pour le coup. Et la prochaine destination ? On regarde beaucoup l'Allemagne. Beaucoup. Okay. Voilà. Ça marche. Et Caroline, du coup, vous, sur vos investissements, est-ce que vous avez, du coup, par exemple, un bureau dans plusieurs pays pour essayer de sourcer d'autres startups et de pouvoir les financer et les accompagner ? Alors nous, malheureusement, à BPI France, malheureusement ou heureusement, on finance principalement des sociétés françaises. Donc des sociétés qui ont leur HQ en France, ou alors qui ont une très forte empreinte commerciale ou R&D en France.
Donc on va regarder vraiment cet écosystème. Mais ce qu'on peut voir effectivement, c'est que les sociétés qu'on accompagne ont tendance, et même les sociétés les plus jeunes, à très rapidement s'exporter, à pas rester sur un modèle franco-français, mais à très rapidement aller tester et exploiter le potentiel des marchés européens, voire asiatiques ou US aussi, qui sont très larges. Et donc le succès, en tout cas de nos startups, passe par l'internationalisation rapide. D'accord, c'est-à-dire que quand vous avez accompagné WeMountain, vous les avez accompagnés parce qu'ils étaient français, et ensuite vous les avez accompagnés sur leur déploiement à l'étranger. Oui, exactement. Nous, l'objectif, c'est d'accompagner des sociétés françaises qui ont vocation vraiment à aller à l'international. WeMountain en fait partie. Il y a ce vrai potentiel. On n'est pas sur un marché loqué 100% français. Deepkey, c'est pareil. On sait qu'on les accompagne vraiment à l'international puisqu'ils ont déjà une grosse partie des actifs gérés, on va dire, par le logiciel, qui sont européens. Et donc, sont des sociétés, on sait qu'on va avoir... elles vont avoir besoin de cet accompagnement, soit pour la croissance organique, donc ouvrir leur bureau à l'international, soit pour du build-up, de la croissance externe aussi, parce que je sais pas, Jade, si c'est dans ta feuille de route, mais la croissance externe, c'est aussi un accélérateur duquel il faut parler, et ce qui va aider toutes nos startups à accélérer. Ok, donc ça veut dire qu'on peut quand même être considéré qu'on doit être un peu fier en France d'avoir ce mouvement où on est peut-être du coup le deuxième pays en Europe en tout cas qui finance le plus de PropTech. Ouais. Et puis les chiffres que tu as donnés on va dire un quotient multiplicateur de 3 sur le UK, c'est le même qu'on retrouve dans le venture capital au sens large. Donc effectivement, le UK a toujours de l'avance, mais il n'y a pas plus d'avance que dans les autres secteurs tech. Sur la PropTech, et en Allemagne on est toujours un peu équivalent en course, donc on est très bien positionné, on va dire, sur le segment PropTech en France. Ok, c'est intéressant. Adrien, je te propose que tu fasses un peu la transition avec la deuxième partie sur l'innovation. Comme tu l'as rappelé, tu as fait un petit passage chez Bouygues Innovation. Ma première question, c'était est-ce qu'une PropTech peut se passer du numérique pour se développer et réussir? J'adore cette question. J'étais ce matin même dans un atelier sur la low-tech pour essayer d'envisager une deuxième manière d'innover dans le logement et dans la ville. Je dirais que l'innovation, déjà, elle peut avoir une ADN. Elle peut d'abord être partagée ou gardée pour un seul acteur. Elle peut avoir une vision long terme pour la société, où elle peut être rapide pour croître et utiliser les leviers financiers qu'on connaît. Et donc, je vais revenir sur Procivis, évidemment, ma nouvelle maison. Chez Procivis, nous, une partie des bénéfices de nos sociétés que l'on détient est réutilisée pour faire de la réhabilitation ou de la rénovation énergétique. Donc, ce qu'on va rechercher principalement dans les startups avec lesquelles on va collaborer et avec lesquelles on va travailler sur notre parc et sur notre croissance, ça va être des startups qui vont être dans cette dynamique aussi une partie des bénéfices va être au service des citoyens, de donner un logement pour tous, pour que chacun puisse vivre dignement. Donc voilà, déjà peut-être une autre manière d'envisager l'innovation que simplement une innovation de croissance inexpliquée. Parce que quand on regarde, je crois que c'est sur le site de French PropTech, il y a une phrase, une citation, alors je ne sais pas de qui, sûrement de Pierre Leroy. Il est urgent d'innover pour durer. Donc on a l'impression que si on n'innove pas, on est tous voués à disparaître. Par contre, là, je valide complètement cette phrase. On est tout le temps en mouvement, et celui qui s'arrête pour regarder, alors parfois c'est vrai que c'est plaisant dans la nature, mais la nature, elle bouge, elle pousse. Eh bien, nous aussi, nos villes croient, nos villes changent, les aspirations des citoyens qui sont dedans changent, nos manières de se déplacer dans la ville changent, et donc forcément le bâti et la manière de bâtir changent avec. Et donc je pense que c'est cette vague qu'on voit revenir après, on va dire, 30 ans ou 50 ans de manière de faire la ville d'une certaine façon. Les PropTech sont là aussi pour nous rappeler que il y a une nouvelle ville qui arrive, une nouvelle manière de vivre la ville qui arrive, de vivre la ville ou vivre la nature aussi. Voilà, je laisse des portes ouvertes. J'ai peut-être une autre question pour Caroline. Est-ce que c'est plus simple du coup de créer des PropTech entre guillemets en partant de zéro, ou d'essayer de transformer des entreprises qui existent déjà? Je pense plutôt à des boîtes un peu plus grosses ou des grands groupes pour apporter un peu plus d'innovation au sein de ces grands groupes.
Alors, tous les grands groupes ont leur propre labo d'innovation. Ils ont aussi des équipes d'investissement venture qui vont prendre des parts au capital pour faire un peu de la veille concurrentielle dans des sociétés PropTech. Mais ils sont moins agiles, c'est certain. Ils ont moins de recul aussi. Et en interne, ils vont avoir toute la complexité de pousser des nouveaux projets qui peuvent aller au détriment d'activités historiques, etc. Donc, pour moi, l'innovation, elle vient de ces grands groupes, elle sera portée par ces grands groupes, ils ont des grands moyens, mais la pure innovation, qu'elle soit technologique ou d'usage, elle va venir plutôt de sociétés vraiment start-up, naissantes, qui vont naître avec cette énergie, qui vont naître avec cette envie et cette agilité de s'adapter au marché et cet œil nouveau. Et on le voit, WeMaintain, est-ce que tu aurais pu naître dans un grand groupe? Je suis pas sûre. L'idée avait été proposée pour le coup. Alors peut-être pour répondre concrètement, oui, l'idée avait été proposée par mon associé à son ancien employeur et qui lui avait dit en fait aujourd'hui on est déjà leader sur le marché. Évidemment il y a des changements, mais il n'y a pas de raison de tout transformer. Donc il s'est dit si je le fais de l'intérieur, ça va prendre je sais pas des décennies, on sera tous morts. Et alors que si on lance de l'extérieur, il y a quand même plus de chances d'avoir un vrai impact. Ouais, donc c'est sûrement le côté, on va dire, agilité et rapidité d'exécution qui fait que ça vaut quand même c'est quand même plus simple de créer un business ou un service ou une innovation à côté, quitte à ensuite se rattacher ou faire un partenariat avec un grand groupe. Ok. Dire que peut-être tu as une vision là-dessus, sur justement ce côté innovation dans toutes les startups que tu vois passer, notamment avec la Commission européenne ou dans le fonds que vous êtes en train de monter. Est-ce que le critère numéro 1, c'est l'innovation, justement, par exemple ? Tout d'abord, il y a l'innovation, le fait qu'on doit innover, sinon on n'atteindra jamais, surtout dans notre secteur, les objectifs du Green Deal. J'aime bien ce que vous venez de dire là juste avant avec les startups qui sont agile, beaucoup plus que les corporates. Il faut savoir qu'en Europe, on a encore un problème dont on ne parle pas souvent. C'est qu'il y a beaucoup d'innovation qui fait peur aux grands groupes. Et quand tu vois tout ce qui sort comme spin-offs ou potential spin-offs des universités, en France, même problème, il y a plein de patents, ça se dit patents, oui, qui sont rachetés par des grands groupes, pas pour en faire quelque chose, mais juste pour les tuer et ne pas trop innover. Donc ça, c'est des choses qu'en France, vous avez déjà un super exemple, c'est le professeur Laurent Benveniste de l'Université de Nantes. Il a créé avec Rudy Arnaud, qui est aussi un ami à moi, c'est le chief economist de la Commission européenne, spécifiquement un réseau pour ça, et ça a commencé en France, où ils vont travailler tout près avec les universités pour chercher tout de suite les idées et être sûr qu'il n'y a pas les grands groupes qui les rachètent pour les tuer. Deuxième partie de ma réponse, c'est évidemment, on a le European Green Deal qui est le meilleur dans le monde, c'est aussi le plus strict dans le monde. Le Green Deal, en fait, c'était juste un papier. Enfin, c'est toujours juste un papier. Ce qui compte, c'est que la Climate Law a été signé. C'était le 21 avril 2021. Et c'est de là que maintenant, pendant 2-3 ans, vont découler les lois qui vont nous imposer à nous, dans l'immobilier, quand même de très très grands défis. Il y a plein de gens qui vont se réveiller dans 2 ans, je suis sûr. Et c'est pour ça qu'il faut faire partie du mouvement PropTech et d'investir du temps là-dedans, d'investir du capital là-dedans, parce que avec la nouvelle taxonomie qui a été créée et qui est d'ailleurs d'application depuis janvier de cette année-ci, et qui est encore assez gentille, parce que elle est basée sur le principe do no harm. Donc fais pas de mal. Et tu as 6 classifications. Tant que tu fais pas de mal, tu peux encore être considéré comme green. Mais évidemment, ça va changer parce qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et ça veut dire que potentiellement, tu peux être contacté par des grands groupes ou des corporates qui te disent qu'est-ce que tu as dans les startups ou les PropTech que tu as dénichés pour peut-être se tenir à jour de ce qui va arriver sur le marché ? Oui, il y en a beaucoup l'accès aux data, c'est très important. Et nous, au niveau de l'association européenne, oui, on a énormément de data, mais que je ne partage pas et surtout pas tout avec tout le monde. Mais c'est important de regarder ce qui se passe dans l'écosystème. Nous, on organise la Commission européenne
la PropTech Startup Europe Awards, c'est une compétition annuelle, c'est le plus large en Europe. Ben, il y en a 200 qu'on a retenus et qui vont être sélectionnés après, tu vois, les 50 meilleurs au mois de juin. Et il faut absolument, et tout le monde est en train de regarder, parce que j'ai 70 juges au total, donc 4 juges de chaque pays. Donc c'est une validation énorme. Parce que 70 juges qui disent que ces 50-là, c'est les meilleurs de l'Europe. Ben, il faut les regarder, ceux-là. Oui. Et Adrien, je crois que tu avais fait un petit peu un passage dans tout ce qui est intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous dire un peu, selon toi, quelle est la place de l'intelligence artificielle au sein des PropTech ? Très volontiers, il y a des enjeux gigantesques. D'abord pour le traitement de la data. On est dans un métier qui fait circuler des plans, des discussions, des choix, des décisions. Et aux États-Unis, comme ils ont, on va dire, moins peur, ils sont moins contraints par la réglementation de l'utilisation des data personnelles, même si je trouve ça très bien. On voit déjà émerger à Seattle, à San Francisco, à Boston, des entreprises qui vont qualifier la data et déjà la revendre à des grosses entreprises. Et ces valeurs de circulation, enfin ces nouvelles informations, elles ont déjà une valeur hyper importante. Où est-ce que je vais placer des développeurs fonciers parce que cette ville, elle va être en croissance les 5 prochaines années. Quel est l'impact d'une loi qu'un maire va prendre sur la hauteur de quelques bâtiments ? Comment j'envisage mes matériaux ? Par exemple, voilà, Bouygues, là, en ce moment, là, il y a énormément une croissance du prix des matériaux qui est exponentielle. Comment j'envisage ça pour l'ensemble de mon groupe et pas juste chantier par chantier, petite équipe par petite équipe. Donc là, ce qu'on appelle la lecture automatisée, la reconnaissance d'images. Il y a des champs gigantesques dans nos métiers. Après, est-ce qu'on a les moyens de payer aujourd'hui des data analystes en France ? Parce qu'aujourd'hui, le salaire d'un data analyst aux États-Unis, et souvent c'est un Français, en plus qui a été formé dans nos écoles et qui est là-bas, ça coûte cher. Ils changent tous les 2 ans de poste. Ils ont des conditions de vie exceptionnelles. Est-ce qu'on est capable de reconstruire une ville, reconstruire un État, reconstruire une Europe qui est capable de rassembler ces cerveaux et de les remettre au service d'une France nouvelle et d'une PropTech nouvelle ? Voilà, ça c'est une vraie question. Ça coûte très cher. On attend plein d'argent des fonds. Et ben justement, on va passer à la suite. Du coup, Caroline, quand vous analysez vous des PropTech, alors des startups, mais on va essayer toujours de se concentrer sur la partie PropTech. Est-ce que vous avez des critères très carrés, c'est-à-dire qu'il faut absolument de l'innovation, il faut du digital, il faut de l'intelligence artificielle, il faut être implanté en France, etc. Quels sont vos grands critères, en tout cas d'éligibilité, pour pouvoir être financé par BPI ? Alors, dans la partie innovation, je parle plus vraiment partie innovation, effectivement, il faut de l'innovation, par définition, mais ça peut être une innovation technologique forte qui peut porter sur les matériaux, par exemple. Il y a un vrai besoin de décarboner, par exemple, le ciment, c'est 10% des émissions globales mondiales, de carbone mondial. Il y a beaucoup d'innovations à l'heure actuelle, et donc ça, ce sont des innovations pour moi technologiques fortes, pas nécessairement numériques, justement, mais techno-fortes, ou alors des innovations d'usage qui vont changer l'usage du bâtiment, qui vont le faire évoluer vers plus de social aussi, vers un nouveau partage aussi du bâtiment. Par exemple, on parlait de colonies tout à l'heure dans les nouveaux modèles. Donc on va regarder ça déjà, l'innovation. Et après, derrière, on va faire une analyse classique du dossier d'investissement, c'est-à-dire quelle est la croissance, quelles sont les métriques clés qu'on va pouvoir analyser, quel est le cash qui va être nécessaire pour aller chercher cette croissance, ce développement. Et puis bien sûr, d'un point de vue marché, on va aller regarder la profondeur de marché, sur quel marché la PropTech se positionne. Un dossier par exemple comme DeepKey, pourquoi c'est un dossier qu'on aime beaucoup ? Parce que c'est un dossier qui va directement aller chercher les clients, sont ceux qui sont les plus deep pocket de l'immobilier, puisque ce sont les propriétaires, les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement à l'échelle mondiale, si on parle de l'immobilier commercial seulement, et il faut penser que c'est plus de 30 000 milliards de dollars d'actifs qui sont gérés. Si aujourd'hui, ces acteurs-là de l'immobilier, pour parler de l'exemple de DeepKey, n'entament pas de démarche ESG forte et n'établissent pas une trajectoire carbone sur chacun de leurs actifs, ils vont avoir ce qu'on appelle un brand discount, c'est-à-dire un discount sur la valeur de leur immobilier de 20%. Ou, quand on parle en termes de loyer, c'est 5 à 10% du prix du loyer en baisse. Donc derrière, on se rend compte que là, il y a un marché ultra profond,
qu'on a des acteurs qui sont prêts à payer pour défendre la valeur de leurs biens et qu'on a là un positionnement, un modèle économique qui peut être ultra successful. Donc c'est ce qu'on va aller chercher, c'est ce qu'on va aller regarder. Et sur WeMaintain, c'est pareil, on va regarder le potentiel de marché, on va regarder le nombre de bâtiments qui vont avoir besoin de cette solution, on va regarder qui sont les payeurs, comment tu accèdes aussi à ces payeurs, le cycle de décision, qui peuvent être longs ou pas. Et c'est là-dessus qu'on va faire l'assessment de notre dossier d'invest. Ok, on va essayer de rentrer du coup un petit peu plus dans le détail là, sur cette partie financement, parce que je sais qu'il y a aussi pas mal d'entrepreneurs dans la salle et connectés. Est-ce que déjà, Caroline, tu as la répartition entre les entre guillemets les PropTech que vous allez chercher et les PropTech qui viennent à vous pour demander un accompagnement? Alors, moi, j'ai plus une vision très late stage, puisque côté large venture, on investit, ce sont les levées qui sont supérieures à 20 millions d'euros. Mais je pense plus on est early stage, plus ce sont les sociétés qui vont aux équipes d'investisseurs, et plus on est late stage, et plus c'est nous qui allons au contact des sociétés. Elles sont plus chouchoutées par les investisseurs, plus visibles. Mais globalement, en tout cas, en termes de conseils, c'est ne pas hésiter à aller contacter un maximum d'investisseurs, même avant d'aller commencer à chercher son financement, de commencer en off-market, à parler avec des investisseurs, présenter le pitch, voir avec eux ce qu'ils aiment dans le modèle économique et quels sont les éléments qu'ils vont regarder, les questions qu'ils vous posent, et ça va vous aider vraiment à aiguiser votre discours et à leur parler avec les bons chiffres, les bons éléments. Ouais, et Jade, peut-être que tu peux nous raconter un peu l'histoire à partir du moment où vous avez eu l'idée, vous avez un peu, on va dire, construit votre fusée. Comment est-ce que vous avez décidé de la faire décoller et comment s'est passée la rencontre avec, alors je dirais Caroline, en tout cas avec BPI. Est-ce qu'il y avait d'autres pistes ou est-ce que vous avez fait d'autres sources de financement en parallèle? Nous, on a toujours regardé les financements en fonction des besoins opérationnels également de la société. Donc, pour notre premier tour de table, donc ça remonte maintenant, c'était en janvier 2018. On a levé un peu moins de 2 millions. Et donc nous, comme je l'ai dit, on est 3 associés et on n'avait pas vraiment de réseau en France. Donc, on s'est dit, il faut qu'on trouve des gens avec du réseau dans le monde de l'immobilier. Donc, on a été voir des business angels qui connaissaient du monde, qui pouvaient nous ouvrir des portes. Donc, ça, c'était le premier tour. Le deuxième tour, on s'est dit, faut qu'on commence à avoir... En fait, de faire rentrer des fonds, ça apporte quand même de la crédibilité. Donc, pour le coup, on a fait rentrer ID Invest / Euraseo maintenant. Et pour le troisième fonds, c'était vraiment la dimension... le troisième tour, excusez-moi, qui était donc en juillet 2021. On a levé 30 millions. C'était vraiment la dimension internationale. Donc, on a été chercher plusieurs fonds d'investissement. Et je rejoins donc évidemment il y a la BPI. On a fait rentrer Red River West qui est spécialisé sur vraiment le soutien des entrepreneurs sur le marché nord-américain. Et en fait, je rejoins ce que dit Caroline. Quand on va chercher des fonds, ça se fait pas avec un email du jour au lendemain. C'est quand même des discussions. C'est triste ce que je dis, mais ça ressemble un peu à quand vous cherchez quelqu'un avec qui vous mettre en couple. Voilà, vous n'allez pas avec le premier venu. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite pas. Et c'est de rencontrer des gens, de leur parler, de voir quels sont les tests d'investissement. Est-ce qu'il y a un fit humain? Je pense que c'est très important. Et on a la chance maintenant, en tant qu'entrepreneur, d'avoir. Il y a quand même de plus en plus de fonds sur le marché, de fonds spécialisés en PropTech également. Donc, on peut quand même avoir des discussions, se faire le discours, montrer les métriques qui vont bien. Voilà, donc c'est un process assez long. Il faut pas se précipiter. Et il y a de plus en plus de choix. Ça, je trouve quand même l'écosystème de financement a beaucoup changé. On se rend compte dans les questions qui sont posées par les fonds qu'il y a une vraie montée en compétences sur les sujets liés à la PropTech. Il y a des fonds d'ailleurs qui sont spécialisés maintenant ou des équipes vraiment expertes du domaine de la PropTech. Donc c'est bien aussi pour nous en tant qu'entrepreneurs parce qu'on n'a pas besoin de tout réexpliquer à chaque fois sur comment fonctionne le monde de l'immobilier. Voilà, donc c'est des process quand même assez longs. Si on veut que ce soit bien qualifié, que ça réponde aux besoins de la société, c'est quand même assez long.
Ouais, alors tu dis qu'il y a plus de fonds. Alors sur le marché, alors il y a peut-être, on en parle peut-être aussi beaucoup plus. C'est vrai que dès qu'on ouvre la presse, dès qu'on ouvre LinkedIn, on a l'impression de voir tous les jours une nouvelle start-up qui lève des fonds. Et avant il y avait un chiffre, maintenant il y en a 2, maintenant il y a 3 chiffres et ça a tendance à monter. J'ai quelques exemples. IAD qui lève 300 millions, DeepKey on en parlait qui lève 150, je crois, c'est ça. Preto 30 millions, Mastéos 50 millions, Proprio 26 millions, Brick.com 1,5 million, Virgile 3 millions. On a l'impression que que les chiffres montent et moi je me pose du coup la question, est-ce que une PropTech peut aujourd'hui réussir sans lever des fonds? Alors je sais pas si peut-être dire que oui, c'est un avis. Je pense que c'est très difficile. Hein? Tu passes toujours à un premier stage où tu es en validation stage. By the way, la moitié des startups PropTech en Europe sont dans une phase de validation. 56%, ils ont moins que 10 FTE. Comment on dit ça en français, je sais pas. Oui, full-time employés, c'est vrai. Et donc il y a 55% qui sont vraiment dans la validation encore de leur idée. Donc tu as les premiers investisseurs, Friends, Fools and Family. Ensuite, tu as les Business Angels, ou les EBAN, European Business Angels Network, a fait un très très bon travail. Puis ensuite, tu as au niveau de Seed and Growth, qui a de plus en plus de fonds. Il faut savoir, il y avait 6 fonds PropTech il y a 5 ans, et maintenant il y en a 37 en Europe. Donc, parce que la commission m'a demandé il y a 2 semaines, elle me dit, mais est-ce que tout le monde commence un fonds d'investissement dans la PropTech de nos jours? Mais en fait, il ne nous faut pas 36 fonds, il nous faut probablement 500 fonds pour arriver à lever pour tout le monde, et surtout pour mettre les grands montants, pour que toutes ces boîtes restent aussi en Europe. Parce qu'il y a 44% des PropTechs en général qui, après 5 ans, s'ils existent encore, ils partent, ils sont loin, ils ne restent pas en Europe. Donc c'est un réel problème. Tu disais 56% des PropTech en Europe lèvent des fonds. Ou ont levé des fonds, c'est ça? Non. Il y en a 55% sont dans une phase où ils doivent encore valider, vraiment devenir, disons, avec des revenus constants et tout. Mais actuellement, tu peux être sûr que plus que 80% des PropTech sont en levée de fonds, parce que nous, on organise un sommet, un Global Fundraising Summit, ça s'appelle Relevation, c'est d'ailleurs aussi au mois de juin, c'est 2 jours. Il y a tous les VC, LPs et les startups qui peuvent participer. C'est immense le nombre de startups qui participent et qui sont en train de rechercher. Ok. Ouais. Donc plutôt 80% qui ont levé, qui vont lever ou qui ont prévu de lever, et on sait ce que deviennent les 20% restants. S'ils arrivent quand même à se développer ou très vite ils se font racheter par un corporate. Ou ils meurent. Ou ils meurent. Tu connais en moyenne combien est le pourcentage de failure en Europe des startups? Ça, c'est pas seulement PropTech, c'est 83%. Alors que les scale-ups, en Europe, il n'y a que 23% qui font encore faillite. C'est pour ça qu'il y a évidemment aussi beaucoup de fonds qui investissent dans later stage. C'est un peu moins risqué quand même. Adrien, du coup, je crois que chez Proficis, vous réfléchissez aussi à monter un fonds. Bon, ce sera certainement une deuxième étape ou troisième étape. Je ne sais pas combien de temps on va mettre avant de se positionner sur une vraie stratégie d'investissement. La première qui est sûre, c'est... Bon, d'abord, je voulais pondérer un tout petit peu Bon, c'est vrai que certainement beaucoup de startups fail sans argent. Moi, je pense à HelloWatt, quand j'étais encore à l'Urban Lab l'année dernière, qui est une startup qui est passée de 10 personnes en 2016, je crois, à déjà 150 en 2021. Que sur des fonds propres. Donc voilà, félicitations à eux, et ça dépend toujours de la manière dont on réussit aussi. Eux veulent croître doucement, en maîtrisant la croissance, en proposant des services, en se diversifiant. Donc ça, c'est une première idée. Puis ça dépend aussi du produit. C'est sûr qu'il y a des fois où on a besoin d'investir massivement dans la R&D ou dans des équipes commerciales parce que justement les clients sont compliqués à toucher. Donc ça, c'est... Et puis je vais revenir sur ta question. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que l'innovation profite au plus grand nombre. Donc forcément, ça va demander des investissements
Et forcément, ça va demander aussi de partager la valeur créée avec les startups avec lesquelles on va travailler. Moi, ce que je dis, c'est s'il y a des fonds qui investissent dans des startups qui ont une valeur ajoutée importante pour les habitants de nos résidences, pour les résidences qu'on administrera, pour éviter qu'elles soient trop dégradées, pour une meilleure gouvernance de ces résidences et du patrimoine, pour un meilleur maintien du patrimoine, alors Procivis répondra d'une manière ou d'une autre. Caroline, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que du coup chez vous il y a une vraie politique on va dire d'exporter les champions français à l'international assez vite? Complètement. Nous, on est ravis quand nos sociétés partent à l'international. Alors, pas le HQ, hein, bien sûr. Et on a envie de garder une activité en France, mais oui, on a envie d'emmener ces sociétés rayonner hors de nos frontières. Très clairement. Pour ça passe aussi par un actionnariat, effectivement, ouvrir son capital à des investisseurs étrangers, anglo-saxons, US, voire asiatiques. Et puis après, ça passe par toutes les portes qui peuvent être ouvertes par ces investisseurs, mais aussi par les grands groupes corporate. C'est peut-être là où la PropTech peut rejoindre l'écosystème français et nos grands groupes. Il faut pas hésiter à leverager les relations commerciales que vous pouvez avoir, les bridges que vous pouvez créer avec les grands groupes français, on va dire institutionnels, parce que eux sont présents à l'international et c'est souvent eux qui vont aller porter aussi les innovations. Donc il y a vraiment des ponts à créer et ça fait notamment partie des fonctions du hub à BPI France, d'essayer de créer ces ponts entre l'écosystème de start-up et les grands groupes français pour aller chercher ce rayonnement international. Oui, c'est sûr. On voit de plus en plus les grands groupes qui se mettent à soit créer un lab ou un centre de coworking, par exemple le village du Créa-École qui essaye moi je pense avoir l'info, c'est peut-être en premier, ou des boîtes, on en a parlé avec Bouygues Innovation ou avec Suez qui créent un peu leur laboratoire de start-up, mais qui créent aussi finalement une solution pour les financer. Donc est-ce que vous, chez BPI, vous faites beaucoup de co-investissement justement avec ces grands groupes? Alors, on fait tout le temps du co-investissement. Avec ces grands groupes, oui. On est au capital avec des Suez Venture, Bouygues ou même Manifesto, qui est celui de Danone ou autre. Alors, c'est pas dans la PropTech. Mais on co-investit avec ce qu'on appelle les CVC, de Corporate Venture Capital. Aussi parce qu'on sait que pour les entrepreneurs, ça peut être des relations importantes commerciales, des partenariats qui peuvent apporter beaucoup. Après, on sait aussi qu'il y a une certaine vigilance parce qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et quand on a une relation trop forte commerciale et que c'est aussi quelqu'un qui est présent au capital, ça peut un peu complexifier les discussions. Donc il faut trouver le bon équilibre en tant que start-up. Pour choisir un CVC, il faut peser le pour et le contre, on va dire. Mais très globalement, dans toutes les participations qu'on peut voir, c'est très positif d'avoir ces acteurs au capital. Et quand justement c'est des co-investissements, c'est à l'initiative de qui? C'est plutôt vous qui allez chercher un corporate ou c'est l'entrepreneur qui ramène un pool de gens intéressés pour qu'ils essayent de s'entendre entre eux? Alors, c'est très variable, mais le plus souvent, sont les fondateurs qui ont cette marge de manœuvre de pouvoir monter leur consortium, donc d'aller choisir les bons investisseurs. Par exemple, je trouve que Jade, c'était un très bon choix de prendre Red River West parce qu'ils ont cette présence à l'international, de prendre BPI France aussi parce qu'on a, au niveau PropTech, je pense qu'avec BPI France, on a une très bonne proximité avec la Caisse des dépôts qui est quand même un bailleur assez important en France, et donc on a des mises en relation qui sont assez évidentes. Donc il faut que ce soit les fondateurs qui aillent choisir leur tour de table. C'est à vous, alors je sais pas, je dis vous pour tous les fondateurs et entrepreneurs qui sont dans la salle, c'est à vous d'aller chercher le meilleur mariage possible en fonction des capacités de chacun. Et dire est-ce que dans les autres pays européens, il y a un équivalent BPI pour accompagner les startups? Oui, certainement. Il y a aussi des exemples comme un Allianz en Allemagne, et en Patricia, par exemple. En Espagne, tu as Merlin Properties. Dans les Nordiques aussi, tu as certains grands groupes qui s'intéressent à cela et qui sont devenus vraiment très actifs. Non, pas seulement pour acquérir, mais aussi pour investir. Il y en a de ces fonds qui créent aussi leur propre fonds d'investissement, qui est souvent orienté
vers PropTech, mais je vois aussi de plus en plus vers Urban Tech, où c'est quand même, on se focalise plus sur 3 thématiques. 1, PropTech, 2, mobilité. Technology for mobility et energy. Ça, c'est les 3 grands thèmes. Et d'ailleurs, dans le futur, je pense que tout ça, ça va être sous la coupole de Climate Tech. C'est de ça qu'on aura besoin pour arriver où on veut arriver, pour notre fight against climate change. Mais je crois que Climate Tech, quand tu vois déjà maintenant, on peut être très fier en Europe, parce qu'on est vraiment les meilleurs au niveau Climate Tech. Au niveau aussi de montant investi dans la climate tech. On est meilleur dans ce segment-là, on est meilleur que les Américains, on est meilleur qu'en Asie. Évidemment, quand tu vas comparer une fois de plus l'Europe avec, disons, Asia et les US, tu dois savoir que les 10 dernières années, il y a à peu près 11-12 milliards qui ont été investis en Europe, en PropTech. Aux États-Unis, c'est 63. Et en Asia, c'est 23. Mais les 23 milliards, c'était pour 1500 startups en Asie, alors qu'en Europe, c'était 11 milliards, mais pour 3000 startups. Donc les montants sont nettement moins élevés en ce qui concerne les investissements dans les PropTech en Europe. Bon, ça fait une parfaite transition avec le dernier point sur ce qu'on a appelé du coup l'impact investing. Une question, alors j'ai un peu pour tous les 4, c'est alors j'avais marqué quel est le rôle, mais je pense que même plus quelle est la responsabilité des startups dans tout ce qui est justement le climat, la rénovation énergétique. On sait qu'il y a notamment deux startups dans le groupe French PropTech qui sont Hiro et Maxime qui œuvrent pour ça. Quel est vraiment le rôle et la responsabilité des startups dans tout ce qui est cet impact investing, autant sur le patrimoine immobilier que sur les usages ou que la mobilité ou tous les sujets? Ils sont essentiels, parce que sans eux, on va pas y arriver. Il faut aussi faire attention avec quand tu utilises le mot impact. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a maintenant beaucoup de gens qui parlent de ESG. Dans les ESG, en fait, il y a 3 articles. Il y a l'article 6, 8, 9, 6 grey. Ça veut dire que tu t'en fous du climat en tant qu'investisseur en immobilier. L'article 8, c'est it's light green. Donc ça veut dire tu as quand même une stratégie. Article 9, si tu réponds à celui-là, ça c'est vraiment, tu es green. Donc ça veut dire que tu as vraiment une stratégie et tu l'exécutes aussi. Bon, tu peux oublier tout ça parce qu'ESG, d'ici 2 ans, on va devoir mettre la barrière beaucoup plus haut, c'est-à-dire c'est du impact investing. Concrètement, ça veut dire que, et moi je l'ai fait dans notre fonds, je ne peux investir dans une start-up que si je peux mesurer l'impact, soit social, soit environnemental. Donc, mesurer. Bon, environnemental, c'est pas trop compliqué. Tu investis dans un truc qui capture le CO2. Tu peux dire, voilà, c'est en 1 mois, dans cet espace-ci, ça fait 1 tonne, je sais pas. Et si tu l'implémentes dans 50 000 bâtiments dans le monde, tu peux calculer l'impact du système. Et tout aussi longtemps que la start-up est dans ton portefeuille, ça compte pour ta performance du fonds au niveau climat et au niveau impact. Mais la seule vraie raison, et que moi j'ai ajouté à mon fonds, c'est que les personnes qui gèrent ce fonds, donc ça s'appelle le GP en anglais, donc le GP, chez moi, 50% de la rémunération du GP chez moi, il est lié à l'impact positif des startups dans lesquelles on investit. Donc on ne peut plus se cacher. C'est ce que je voulais dire. Ça, c'est du vrai impact investing. Et le fonds monétaire européen, le fonds d'investissement européen, EIF, qui sont quand même investis dans 1400 fonds en Europe. À partir de 2023, ils vont avoir un focus total sur est-ce que ce fonds d'investissement est impact ou pas. Tout ce qu'ils veulent encore voir, c'est impact. Et c'est normal, parce que de la façon dont moi je l'explique maintenant, là, tu es sûr que ceux qui gèrent vont faire le maximum pour avoir l'impact. Parce que tu ne veux pas laisser tomber la moitié de ta rémunération sur 10 ans, parce que le mien, c'est un fonds de 10 ans. Donc, à la fin, si tu prends 100% ou 50%, c'est beaucoup. Donc, impact investing, ça, c'est vraiment impact investing.
Ouais, et Adrien, un peu sur la même question, tu me disais en préparant cette table ronde que il serait bien que les startups elles aient un vrai engagement social, solidaire et écologique pour tous les enjeux après de recrutement, de développement ou d'acceptation sociale. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton point de vue sur cet impact? Je dirais d'abord que dans le pays où on a inventé le pain perdu, j'ai très confiance dans le fait qu'on trouve plein de solutions à nos problèmes de déchets dans la ville, de recyclage. Et j'ai vu des choses extraordinaires déjà ces 2 dernières années au sein de l'Urban Lab à Paris. Mais je sais que dans chaque région de France, il y a des choses qui bougent, qui sont en train de se mettre en place. Et donc, faites connaître vos impacts positifs. Il faut les faire connaître, il faut les faire valoir. Moi, je trouve que les startups mettent souvent en avant le côté numérique, le côté digital, mais il y a des gens qui font des choses très bien dans leur bureau, dans leur manière de vivre, dans leur manière de recruter, justement, en expliquant aussi ce que ça apporte à tous. Enfin, voilà. Donc, première chose, le faire savoir quand on fait des choses bien. Donc, une lame de fond là-dessus. Ensuite, l'immobilier, il y a des énormes enjeux sur la construction. Est-ce qu'on doit encore construire? Cet acte de construire, peut-être dans les prochaines années, va être remis en cause parce que ça consomme beaucoup de matière, beaucoup d'énergie. Alors on construira toujours ou on rénovera de plus en plus. Donc il y a effectivement des manières de s'organiser autour de la réhabilitation. Donc là il y a des startups qui vont se créer autour de ce sujet, c'est sûr. Et il y aura le sujet de la réplicabilité qui va arriver. Le sujet des matériaux qu'on va utiliser. Est-ce que le meilleur matériau, ce serait pas celui qui est déjà sur place? Donc comment on fait des diagnostics de ce qu'il y a déjà dans le bâtiment pour les réutiliser tout de suite? Et puis effectivement, derrière tout ça, il va falloir comptabiliser les crédits carbone. Alors c'est vrai que le fonds, il aimerait bien garder tous les crédits carbone parce qu'il investit et donc du coup il récupère ses crédits carbone. Mais nous aussi, constructeurs, on aimerait bien récupérer ces crédits carbone. Moi, je ne parlais pas de crédit carbone. Ah, ok. Rien à voir avec. Rien à voir. Okay. Rien à voir avec. Non, pas du tout. Et donc il va falloir se mettre d'accord sur qui récupère ce crédit carbone parce qu'il ne faudrait pas le compter 4 fois quand on rénove qu'une maison. Celui qui construit, la start-up qui opère le chantier, ensuite le 3e qui pose la laine de verre et le 4e qui l'a créé. On serait vite tenté de compter 4 fois les crédits carbone. Donc, je pense qu'il y a un vrai débat à mettre autour de la table dans ces prochains mois, prochaines années sur comment on fait une bonne comptabilité, comment chacun utilise ses crédits carbone pour rentabiliser son entreprise, parce que ça aussi, ça va être un vrai enjeu des prochaines années dans l'accélération de la rénovation. Donc voilà, je pense que la France, l'Europe a toutes les clés pour un grand succès. Moi, j'ai confiance et vivement 2030 de voir le résultat. Et alors, on sait qu'il va y avoir on va nous imposer beaucoup de choses. Alors, dans tous les pays, il y aura beaucoup d'encadrement. Comment est-ce que nous, en France, on peut quand même continuer à rester un pays assez attractif et pas trop du coup encadré pour pas se bloquer de l'arrivée de start-up ou la naissance de start-up? La législation va beaucoup jouer. À nous aussi. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que je ne faisais pas avant, mais chez Procivis, on a des relations avec l'État assez particulières où on essaye de faire des propositions régulièrement au ministère du Logement, au ministère de la Transition énergétique. Et je pense que French PropTech, par exemple, pourrait aussi être force de proposition. Enfin, ils le sont. Je crois qu'ils viennent de temps en temps, mais faire des propositions concrètes sur comment on peut libérer les énergies sur certains sujets, comment on fait en sorte que des startups peuvent tester, expérimenter, se tromper, parce que c'est aussi possible, et comment des fonds prennent aussi des risques sur le sujet du plantage de certaines expérimentations. C'est encadré un peu à Paris, il y a des lois qui existent, on fait des expérimentations dans le 13e et le 18e arrondissement de Paris, il y a une petite équipe qui encadre ça, une évaluation des tests sont imposés pour pouvoir opérer ces expérimentations. Donc suivons attentivement ces tests, faisons-les à l'échelle aussi, parce que des fois des tests sur de l'énergie, si on fait juste 3 logements pour voir si ça marche, c'est peut-être pas suffisant. Il faut une échelle des fois du bâtiment, des fois du quartier. Donc ça demande des gros investissements, des risques, mais aussi peut-être des grandes réussites. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on trouve l'équilibre entre des États-Unis qui sont très rapides, capables de transformer leurs infrastructures extrêmement rapidement, et une France qui, parce que coincée dans un patrimoine magnifique que sont les villes françaises, doit s'autoriser des fois des petits pas de côté pour aller vers le sens de l'histoire, celui avec moins de carbone, voire sans carbone.
Et Caroline, sur vos financements et sur votre thèse d'investissement, le côté impact environnemental, alors j'imagine qu'il est présent, mais est-ce qu'on voit qu'il est de plus en plus présent ? Il est très fort. Et effectivement, quand en préparation de cette table ronde, on regardait les quelques chiffres sur les émissions carbone liées à l'immobilier, au real estate au global. En France, on parle entre 20 et 30% des émissions carbone qui sont liées au secteur de l'immobilier, selon si on intègre ou pas scope 1, scope 2, scope 3, et si on intègre les constructions nouvelles ou pas. À l'échelle mondiale, on parle plutôt d'un chiffre au-delà des 30%, plutôt 35%, lié au secteur de l'immobilier. Donc effectivement, il y a vraiment quelque chose à faire de ce point de vue-là. Et pour les PropTech, les solutions innovantes qui vont répondre aux enjeux climatiques du futur vont avoir une prime, c'est certain. On l'a vu pour un acteur comme DeepKey, c'est un dossier qui a été très compétitif d'un point de vue investisseur. Il y a eu beaucoup d'investisseurs qui ont regardé le sujet parce que c'était un des premiers dossiers late stage de la PropTech avec une thèse impact. Donc, ce sont des sujets, si vous pouvez, entre guillemets, si vous avez cette chance de leverager un produit, un service qui va répondre aux enjeux de demain, vous savez derrière que vous allez pouvoir trouver les investisseurs. Parce que c'est devenu tellement important à l'heure actuelle et qu'il y aura une prime, on va dire, même en termes de valorisation sur l'actif. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Après, d'un point de vue ESG, et donc là, je parle pas simplement de votre thèse, la réponse que vos services apportent aux enjeux climatiques. En matière ESG, maintenant aussi, il faut de plus en plus tôt prendre ces sujets très au sérieux, rentrer dans des démarches de reporting et effectivement les marketer, dire ce que vous faites et pourquoi pas vous lancer dans des certifications plus ou moins complexes, B Corp ou autres, pour montrer que vous menez toutes ces actions avec beaucoup de sérieux et que vous réussissez aussi à les mesurer. La mesure. Ce que vous dites maintenant, parce que vous savez combien de fonds impact il y a dans le monde? Il n'y a que 3% des fonds qui sont des fonds impact. Donc tu peux raconter tout ce que tu veux, je vais faire bien pour le climat, je veux décarboniser, mais tant que juste 3% des fonds dans le monde sont impact, on ne va pas y arriver. C'est très simple. Ouais. Et puis il y a le point de la réglementation, on en parlait très rapidement, qui peut être une contrainte pour les PropTech. Moi, je le vois plutôt comme une opportunité. Il y a plein de réglementations qui arrivent et les grands groupes sont pas souvent armés pour y répondre. Il y a le décret tertiaire, alors c'est très français, le SFDR à l'échelle européenne sur les financial disclosures. Et là, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'outils à mettre en place pour aider tous ces grands acteurs, depuis les asset managers jusqu'aux property managers, aux utilisateurs, aux usagers des bâtiments. Il y a beaucoup d'outils à mettre en place pour bénéficier, on va dire, tirer avantage de ces réglementations. Il y a plein de business models impact qui sont nés du fait de réglementations qui ont émergé. On peut le voir alors dans un secteur totalement différent. Phoenix, dans les invendus alimentaires, ils sont nés sur les bases de la réglementation sur la gestion des invendus. Sur la PropTech, dans le domaine immobilier, c'est la même chose. Il faut toujours regarder, faire une veille réglementaire approfondie parce que c'est là où vous allez pouvoir faire basculer votre modèle économique. C'est ce qu'a fait DeepKey. Initialement, c'était pas leur premier modèle. Il y a le décret tertiaire qui est arrivé, le SFDR et d'autres réglementations même à l'échelle internationale, et c'est ça qui a vraiment porté leur modèle économique. Donc ce sont pour moi plus des sources d'opportunités que de contraintes pour la PropTech. Et pour finir sur ce sujet de l'impact, on disait tout à l'heure que c'était plus facile ou sain de créer des startups plutôt que de changer les grands groupes. Est-ce qu'on peut essayer de faire un parallèle avec l'école et l'apprentissage, où c'est peut-être plus simple de préparer la jeunesse et le plus tôt possible, plutôt que d'essayer de changer ceux qui sont là depuis assez longtemps. Jade, à toi qui vas être maman début août, est-ce que tu te sens d'une mission pour ton futur enfant Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Sista il n'y a pas très longtemps, qui montre les questions. Si on posait des questions, on posait les mêmes questions aux hommes qu'aux femmes. Donc voilà. On va les poser à tous. Merci. Alors, 4 millions de vues quand même cette vidéo. Si vous l'avez pas vue, je vous encourage. Vous mettez Sista vidéo, vous allez rigoler. C'est malheureusement le genre de questions qu'on a. Alors justement peut-être pour rebondir sur le sujet ESG parce que j'ai pas pu parler. On parle souvent du E. Donc là on a beaucoup parlé du E, mais je pense qu'il y a quand même le S et le G. Et donc dans le
dans le G, il y a aussi les sujets de gouvernance. Donc on se rend compte qu'il commence à y avoir une petite tendance à regarder la diversité dans les équipes de fondateurs, dans les équipes de fonds d'investissement. C'est un énorme sujet, hein, parce que là on est tous en train de parler du monde de demain. Et ben, le monde de demain, il est quand même construit à 90% que par des hommes blancs qui sortent de grandes écoles. Donc il y a quand même un enjeu à ce qu'on intègre de la diversité sur ces sujets. Et pareil, en termes d'innovation, peut-être pour rebondir, parce que nous, on a fait beaucoup d'innovation au niveau social, en se disant, on va utiliser en fait la technologie pour revaloriser le métier de technicien, pour permettre de beaucoup mieux les payer. Donc par exemple, Patrick, qui maintient les ascenseurs de la BPI, il est payé plus de 2 fois plus en fait que ses confrères dans l'industrie. Alors ici, on a un client qui est très intelligent et qui on a beaucoup de discussions et on arrive à valoriser ça. C'est pas toujours le cas en fait, ces innovations sociales, parce qu'en fait, ce sont des investissements et parfois, en tant que start-up, on est juste face à des groupements d'achat, des grilles d'achat un petit peu où pour le coup, c'est pas forcément pris en compte. Donc sur les sujets d'ESG, je pense que c'est une démarche de la part de tout le monde. Ça doit aussi venir du côté acheteur, de se dire bon bah moi ma démarche, mon impact en tant qu'acheteur, bah oui je suis prêt en fait à investir parce qu'en fait c'est bon pour tout le monde. Et donc pour la question de l'éducation, oui enfin. Bon après, enfin je sais pas, c'est tellement large que je sais pas. Enfin, je pense qu'il y a plein d'initiatives qui sont mises en place pour quand même. On voit qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs très très jeunes, très très bons hein, d'ailleurs. Enfin parfois quand on les rencontre, très ambitieux. Donc on a beaucoup parlé de l'international. Eux se posent pas du tout la question. Hein. C'est bien sûr qu'il faut aller à l'international. Quel drôle de question. Et il y a un gros enjeu, je pense, sur l'éducation à vraiment prôner la diversité. Encore, je crois que c'était hier, il y avait un article dans Le Monde sur Polytechnique, bastion masculin. Bah oui, c'est un peu dramatique, pourtant c'est eux, hein, les data scientists et les data analysts. Donc il y a des gros enjeux pour avoir un impact positif sur la tech. Très bien. Et Adrien, effectivement, j'aimerais réagir parce que je pense que ceux qui sont éduqués, c'est pas les jeunes. Eux, ils ont compris le problème et ils sont déjà partis dans la dynamique de il faut qu'on change vite. Je crois que c'est plutôt les personnes qui se disent bon bah écoute, le système fonctionne encore quelques années donc tout va bien. Donc voilà, je pense que l'école elle devrait remonter dans l'autre sens et on devrait commencer par éduquer les gens les plus âgés. Voilà. Oui, on peut aussi en parallèle sensibiliser un peu plus les jeunes le plus tôt possible sur ces questions-là de manière obligatoire en fait. On devrait tous s'éduquer à ces enjeux. Très bien. Écoutez, avant qu'on passe aux questions, j'avais une petite dernière question pour chacun d'entre vous. Je voulais savoir un peu comment vous imaginiez la ville de demain, que ce soit d'un point de vue financier, construction ou gestion, savoir un peu à quoi ressemblera la ville de demain. Je peux me lancer. Donc la ville de demain, alors moi ce que j'espère en tout cas, c'est qu'elle sera beaucoup moins morcelée. Aujourd'hui, on voit que voilà les chaînes de valeur, c'est quand même très compliqué de tout rétablir. Donc c'est compliqué, je pense, pour tous les types de transactions, d'opérations qu'on peut avoir dans le monde dans le monde immobilier ou dans la ville. Donc plus intégré, plus juste. Il y a énormément d'inégalités hein, dans les villes. Et beaucoup plus efficace. Il y a énormément d'inefficacité à tout niveau. Et évidemment, des décisionnaires avec beaucoup plus de diversité, puisque dans le monde de l'immobilier, dans la ville, encore une fois, il y a beaucoup de manque de diversité. Ce qu'on retrouve dans les fonds, les entrepreneurs, on le retrouve aussi dans le monde de l'immobilier. Alors, ville de demain, c'est notamment la thématique d'un des fonds de BPI France qui est dédié à cette thématique, un fonds éco-technologie, si vous avez besoin de mise en relation, avec grand plaisir, qui intervient plutôt sur des séries A, série B. Pour nous, la ville de demain, c'est quelque chose qui effectivement doit se construire avec les habitants et ceux qui ont vocation à habiter et à utiliser la ville. Vocation à habiter parce qu'on a besoin de plus de mixité, Paris, c'en est l'exemple. Alors c'est très bien parce que maintenant les programmes neufs doivent toujours intégrer une accession à la propriété à Paris avec une partie du parc social. Donc ce sont des évolutions qui sont très positives pour la ville. Et aussi quand on parle de la ville de demain, il n'y a pas que l'immobilier, il y a vraiment toutes les infrastructures.
Il y a un vrai sujet aujourd'hui de comment on relie la ville, comment on l'alimente, tous les services de livraison aussi qui sont prégnants et comment on circule dans ces villes-là. Et la réflexion va venir des grands groupes, bien sûr, des collectivités. Donc ça, c'est pareil, il faut penser la PropTech au service de la collectivité. Les collectivités ont besoin de vous pour mieux comprendre les enjeux de demain et construire justement la ville de demain. Et les grands groupes sont là en support, mais pour nous, c'est vraiment la PropTech qui va être le vrai moteur de la construction et de la décision de ce que sera la ville de demain. Pour moi, elle sera verte. Ça veut dire que presque plus de voitures, plein de gens en bicyclette. Elle doit être inclusive. Allez, inclusif, c'est le bon nom? Ouais. Donc, inclusive, as we say in English, inclusif, oui, parce qu'on a d'énormes problèmes dans toutes nos villes. Affordable housing, c'est un des plus grands sujets du nouveau département de la Commission européenne qui s'appelle Bauhaus Europe. On parle là non seulement de rendre la ville de nouveau plus esthétique, en plus de verte. Et je crois qu'à ce niveau-là, surtout en France, vous avez un énorme challenge parce que il y a tous ces bâtiments qu'il faut rénover. Il y a énormément d'argent d'ailleurs que la Commission libère maintenant parce qu'il y a InvestEU qui a été signé il y a 2 semaines, il y a que 2 semaines, où la Commission va donner beaucoup d'argent, libérer beaucoup d'argent au gouvernement pour soutenir dans leur pays ce qu'on appelle la renovation wave, parce qu'il faut plus que doubler notre rythme de rénover. En Europe, il est entre 0,4% et 1,2%. 1,2% c'est la France, l'Allemagne. 0,4% c'est la Roumanie ou la Bulgarie, par exemple. Donc vous êtes déjà en train de faire bien, mais il faut encore le doubler. Il faut énormément d'argent pour ça. Cet argent va être mis à disposition à condition que vous fassiez évidemment une rénovation complètement verte. Et je crois que pour les villes, ça va être un très grand outil. Pour moi, la ville de demain, ce sera d'abord peut-être une ville qui sera réinvestie par les gens qui y vivent. Il y a des espaces qui sont encore contraints ou fermés ou mal utilisés. Et donc, je pense que réexploiter des espaces qui peuvent être transformés, ce sera très intéressant. C'est une ville qui ressemblera aux habitants qui y vivent et donc qui gardera son histoire, mais qui aura aussi un lendemain dans lequel on pourra voir l'avenir. Et puis, j'ai entendu sur France Culture, il y a peut-être 2 ans, que les villes auront bientôt une personnalité. Nantes, le design, New York, je sais pas. Enfin, chaque ville a une personnalité, donc j'espère qu'on trouvera celle de chaque ville de France et qu'on contribuera à les faire plus belles. Voilà. Bon, merci en tout cas. Je vois plutôt des villes positives dans lesquelles on a envie d'habiter et faire du vélo, donc c'est plutôt un message positif pour les villes de demain. On a un petit peu débordé sur le temps, je propose qu'on passe aux questions. Si certains ici déjà ont des questions. Bonjour, Patrick de Carnet, président d'une société d'hommes pilotes. Madame de BPI, je reviens vers vous. Vous avez dit tout à l'heure que la réglementation pouvait être un formidable levier pour l'innovation. Si vous en parlez dans le tertiaire, c'est vrai, mais bon, là, les entreprises sont contraintes et forcées et qu'elles n'ont pas d'autre choix que d'amener effectivement cette réglementation à faire des actions pour pouvoir effectivement gérer leurs énergies. Par contre, au niveau du particulier, nous le savons, nous, très bien, parce que nous sommes basés sur la réglementation pour proposer des produits, des objets connectés pour la gestion de l'énergie dans l'habitat. Et quand on propose ce produit, à l'heure actuelle, quand on voit ça auprès des syndics, des constructeurs, des promoteurs, c'est pour l'instant, c'est de dire, attendez, on n'est pas, pour l'instant, on ne risque pas d'amende ou de quoi que ce soit. Alors, on va attendre encore un peu. Et ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur à droite, c'est vrai que pour pouvoir convaincre des gens d'un certain âge, dont je fais partie, d'un certain âge et qui travaillent dans ce domaine-là,
c'est très compliqué. Parce que les gens ne voient pas l'avenir, ils voient en fait finalement la fin de leur vie et disent pourquoi investir. Et dans l'immobilier d'habitation, dans les appartements, dans le collectif, il y a des réactions des copropriétés qui sont très violentes en disant pourquoi voulez-vous qu'on se mette en conformité avec la RE 2020 puisque de toute façon, notre vie est presque finie. Donc il faut attendre le passage à des jeunes ou à des jeunes ménages, mais malheureusement ils ne peuvent pas racheter les appartements où c'est réservé à une certaine élite et donc on se mord un peu la queue. Oui. Complètement d'accord. C'est vrai que la réglementation, quand il s'agit d'une contrainte financière, ça fonctionne très bien avec on va dire le B2B. Parce qu'on a des acteurs deep pocket et qui sont en mesure de comprendre cette contrainte financière. Et là, c'est une vraie opportunité. Quand on est dans le secteur du logement particulier, on peut pas mettre cette contrainte réglementaire financière sur les particuliers. Donc, on fonctionne plutôt par incentive, par des avantages fiscaux ou autres. Mais c'est très difficile, effectivement, d'entraîner un changement d'état d'esprit et puis d'emmener les gens à penser plus loin, effectivement, que leur fin de vie et de voir la big picture. Alors, peut-être que c'est en apportant la lecture du rapport du GIEC où on commence à prendre conscience quand même de l'urgence climatique et que ce sont des investissements qui sont dérisoires au regard des enjeux auxquels on doit répondre. Mais c'est une vraie problématique de pouvoir entraîner ce changement d'état d'esprit. Et le seul moyen pour les particuliers, enfin en tout cas pour moi, ça reste l'incentive fiscale pour aider à développer une meilleure performance énergétique du bâtiment, développer les outils IoT qui peuvent aider à suivre mieux sa consommation énergétique, etc. C'est le meilleur moyen. Mais tout le monde dit, mais est-ce qu'on va nous mettre des amendes pour effectivement obliger les gens à se mettre en conformité avec la rénovation énergétique? Ça va arriver, partout en Europe, c'est sûr. Et ce sera via la taxation, du New EU Taxonomy. Et tout à coup, votre précompte immobilier, il va doubler, il va tripler, il va quadrupler. Donc, mais il faut savoir qu'en même temps, quand on parle d'affordable housing, il y a une tendance très marquée partout en Europe, parce qu'on est en train de passer vers un marché de propriétaires, vers un marché rental market. Et même en Belgique, c'est le cas, alors que les Belges, ils ont une brique dans le ventre, on dit toujours. C'est vrai. Mais tu vois une évolution très, très claire là. Donc je pense aussi qu'il y aura beaucoup de propriétaires quand ils vont voir, tiens, c'est ce que je dois faire, c'est quand même un investissement, qui vont vendre et qu'il y a beaucoup plus de grands groupes qui vont exister ou naître même, qui vont être des super grandes coopératives qui vont gérer des dizaines de milliers de maisons ou des centaines de milliers d'appartements. Et eux qui à ce moment-là, ils auront l'argent pour l'investir et faire la rénovation according to the principles of the Green Deal. C'est sûr. Je pense que Dirk qui pense à Open Door ou à Zillow qui commence à acheter des parcs immobiliers où les gens en fait ils achètent un droit de vivre dans l'appartement ou dans la maison plutôt que de le payer eux-mêmes. Donc ce droit de la propriété va changer effectivement. Du coup les Open Door vont mettre à niveau tous les appartements qu'ils détiennent avec la vaisselle toujours. Alors faudra faire gaffe au dernier cri, mais en tout cas il y aura ce sujet de mieux gérer ce qu'il y a à l'intérieur des bâtiments. Il y a des business models qui vont se monter aussi sur le sujet du pilotage des logements. EDF a besoin de faire de l'effacement pour éviter de lancer ses centrales charbon. Et donc du coup, on peut aller voir où Total va avoir besoin de gens qui pilotent les logements pour éviter de lancer des centrales thermiques. Donc moi, je pense qu'il y a des choses à aller chercher avec ce genre de personnes. Bon, merci à tous, merci aux intervenants.